donc recommencer l'enregistrement, le fameux partage d'écran et en fait le diapositive. Donc, je vous disais, il y a beaucoup de diapositives, donc à ce moment-là, stressez-vous pas, c'est dans la mesure où j'ai beaucoup d'images, on aime ça avoir des photos. Yannick, si tu pouvais baisser ta main, s'il vous plaît, ça va être plus facile pour moi. Merci beaucoup, c'est gentil. Donc, commençons ce cours, finalement, après tout cet imbroglio. Petit retour sur la matière qu'on a vu jusqu'à maintenant, sur la culture et la socialisation. On a vu que la culture, il y avait plusieurs éléments de cette culture-là. Ils sont porteurs de sens, ces éléments de la culture, et ils ont une signification qui est partagée par les membres d'un même groupe. La culture, elle se transmet par la socialisation primaire et secondaire. On a vu également que la socialisation, elle est différenciée en fonction de nos agents de socialisation, le plus souvent en fonction du fait qu'on vient d'un milieu socio-économique où on a un genre, masculin, féminin particulier, on va intérioriser une culture qui va être différente. Pour la personne, elle va intérioriser la culture sous une forme d'une boussole interne qu'elle va considérer comme un allant de soi. Il est absolument normal d'agir de telle ou telle manière. Il n'y a pas tant de remise en question pour l'individu de ce qu'elle a appris par la socialisation. Pour la personne qui va intérioriser une culture particulière, on va nommer ça, cette idée-là, d'habitus culturel. C'est un ensemble de représentations sociales, de modèles de conduite et d'actions possibles intériorisées par un individu. Enfin, la culture, on va voir un peu aujourd'hui, on va aborder cet élément-là, c'est-à-dire que la culture, parce qu'elle est partagée par les mêmes membres d'un même groupe, on va voir un peu que ça va conférer à cet individu-là, et par le fait même du groupe qui la partage, une identité qui lui est propre. C'est-à-dire qu'elle va se sentir appartenir à un groupe social en fonction de ses identités. Les individus d'un même groupe vont se reconnaître entre eux. Et également, ça va servir de distinction. Il va y avoir une frontière entre le eux et le nous, qui va être assez précise et qui va être fondée sur cet élément de la culture comme élément de distinction sociale. Donc, commençons avec une définition un peu canonique de l'identité. C'est un ensemble de référents sociaux, subjectifs et matériels par lesquels l'individu se définit et est reconnu socialement. C'est-à-dire qu'on a un ensemble d'éléments en notre profession, notre métier, notre statut social, notre groupe ethnoculturel, notre genre, et également les groupes auxquels on participe. Par exemple, vous êtes une joueuse de soccer, vous êtes un collectionneur de disques vinyles, vous êtes dans un ensemble de petits groupes sociaux qui fait en sorte que, de cette manière-là, on va se définir socialement et on va également être reconnu par les autres. Également, il faut souligner qu'on n'a pas seulement une identité, mais c'est-à-dire que l'identité, c'est vraiment un concept qui veut souligner le fait que les individus sont complexes. On est des êtres polyidentitaires. On a donc plusieurs identités. Une identité personnelle, une identité civile, sexuelle, de genre, professionnelle, familiale, religieuse, nationale, culturelle, de groupe. Il y a tous ces éléments-là qui nous composent. Et le gros travail, en quelque part, de l'individu, on va y revenir, c'est de se trouver une cohérence, de faire en sorte que toutes ces identités-là, que l'on intériorise, il faut trouver une manière, en quelque part, de les agencer à l'intérieur de soi. Également, l'identité des individus n'est pas fixe pour toujours. Elle va se modifier, va se développer en fonction des événements qu'elle a vécus, les transformations de la vie en société également, et évidemment de l'ensemble de nos expériences. Donc, on a vraiment une identité qui est polyidentitaire. C'est par ça, en fait, qu'on se définit, et on est reconnu par les autres. Et également, cette identité-là, elle est mouvante, c'est-à-dire qu'elle change avec le temps au fil de l'existence d'un individu. Ce qui fait qu'on est semblable aux autres parce qu'on est inséré dans les mêmes groupes, mais en même temps, on est unique, on est différent des autres parce qu'on a un agencement particulier qui nous distingue des autres. Et également, notre vie sociale, les expériences qu'on a vécues vont également modifier notre identité. Donc, on a un peu cette définition-là de base de l'identité.
Donc, j'ai mis ici quelques-unes, hein, spontanément, si on veut, dans notre regard, vous êtes déjà habilité à reconnaître ces identités-là. Hein. L'image en bas, où est-ce qu'on a un ensemble de métiers, automatiquement, ben, on voit que ce sont des identités professionnelles. On les reconnaît par des marqueurs sociaux d'appartenance. En fond, ben, c'est les uniformes, essentiellement. Alors, rapidement, vous les reconnaissez comme membres de ce groupe-là. Et également, ben, on va avoir tendance à se définir par certaines identités, hein, notamment le genre et le métier, qui sont deux identités particulièrement importantes. Hein, petite parenthèse, pour dire que je suis quelqu'un d'une autre culture, donc j'écoute Occupation Double, eh bien, c'est assez rigolo de voir que ben, dans Occupation Double, il y a trois éléments qui semblent définir les individus: leur âge, hein, leur sexe et leur métier. En gros, ils ont même un quatrième, en fond, l'identité familiale. Ils ont leur nom avec leur nom de famille. J'appartiens à cette famille-là. J'ai mon âge, on va dire 26 ans. Hein. Je suis une fille, on le reconnaît déjà dans le prénom. Et enfin, on va toujours avoir le métier. Hein. Donc, c'est comme si on a quatre éléments qui nous servent de carte de visite dans cette situation-là. Dans quelle famille, à quelle famille tu appartiens? Quel est ton âge? Quel est ton genre? Quel est ton métier? Et si vous êtes comme moi, on est très fort à donner un jugement directement aux individus, notamment en raison de leur métier. Hein, ça veut dire qu'on est amené à juger les individus. Par exemple, ben, vous avez côte à côte une personne, une femme qui serait ingénieure et une femme qui serait coiffeuse. Vous avez automatiquement pas la même perception de cet individu-là. Évidemment, un jour, vous allez commencer à les connaître. Vous allez dire, ah oui, je les connais davantage, donc je les reconnais dans leur complexité et tout ça. Mais spontanément, si on veut, on a automatiquement hein, des définitions très, très claires en fonction des identités, ici des identités qui sont sociales. On va revenir sur cette dimension-là. Donc, on retient l'identité, les individus sont complexes, on est habité par un ensemble d'identités sociales. Et ces identités-là, on se définit en fonction de ces identités-là et on est reconnu par les autres en fonction de ces mêmes identités-là. On ne le fera pas, c'est un peu embêtant là, ici en classe virtuelle, mais pensez à la manière par laquelle vous vous définissez. Hein. Par exemple, vous avez déjà été sur un réseau de rencontres ou des choses comme ça, ou juste vous rencontrez la première fois quelqu'un dans votre vie. Comment est-ce que vous vous présentez? Vous allez dire votre nom, votre âge, le sexe, habituellement, on le sait de manière assez évidente pour les individus. Et enfin, peut-être votre métier ou votre occupation professionnelle. C'est donc vos cartes de visite, ces différentes identités-là. Donc, on se définit comme ça et on est reconnu par les autres comme porteurs de ces identités sociales. Retournons donc à notre petit diapositive. Donc, ici, j'avais quelques identités. Hein. Celle que vous voyez ici, ben, j'ai l'identité donc professionnelle. Un peu plus haut ici, ben, j'ai des identités ici des identités ethniques. Donc, je peux reconnaître rapidement les individus et peut-être même avoir certains préjugés ou stéréotypes favorables ou défavorables envers ces individus-là. Et la dernière petite image ici, tirée de la série Walking Dead, ben, où est-ce qu'on voit que ben, malgré leurs différences, ces individus-là se reconnaissent tous comme étant porteurs d'une identité religieuse quelconque. Hein, dans certaines situations, on voit qu'il y a des identités qui sont plus saillantes que les autres, c'est elles qu'on va davantage reconnaître. La notion d'identité, il y a quelque chose d'assez particulier dans la mesure où même si on sait très bien qu'on change avec le temps, hein, c'est-à-dire que ben, vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 10 ans, j'imagine, eh bien, ça réfère à cette notion-là de continuité. Et même si elle change, on a l'impression de rester la même personne. L'idée de cohérence que j'ai un peu évoquée, c'est-à-dire qu'on ben, a l'impression, encore une fois, d'être relativement le même, d'être unique, hein, de ne pas être divisé en plein d'identités, même si, dans les faits, il y a plusieurs identités qui nous composent. Hein, nos identités sont multiples. Également, ben, je reviens un peu sur la même idée, hein, on se perçoit tous uniques, mais il y a plusieurs identités qui nous composent. Et enfin, l'importance du regard des autres dans notre validation quotidienne. Hein, c'est-à-dire que c'est les autres qui nous renvoient une image de nous, positive ou négative, en fonction de nos différentes identités sociales. J'avais un truc qui était assez rigolo. Hein? J'avais fait des entrevues dans mon ancienne vie, lorsque j'étais jeune et dynamique et je n'avais pas de cheveux blancs, que j'étais donc étudiant à l'UQAM. Je ne me rappelle plus de... Très difficile aujourd'hui. Eh bien, quand j'étais étudiant à l'UQAM, j'avais eu un contrat pour faire des recherches en des entrevues auprès de 25 personnes âgées de 65 à mon plus vieux, 92 ans environ, hein, des hommes, pour voir un peu, mais c'est quoi vieillir?
Hein, ben, c'est bien beau de dire, oui, c'est biologique, on le sait. Dans le fond, je leur posais la question, c'est quoi pour vous vieillir, mais surtout, comment est-ce qu'on sait qu'on est vieux? C'est quand même une bonne question. Hein? Ça veut dire que oui, évidemment, il y en a qui utilisaient des marqueurs, par exemple. Bien, moi, à 65 ans, j'ai commencé à recevoir les chèques pour la pension de vieillesse du gouvernement fédéral. Oui, j'avais quand même l'impression un peu d'être vieux. Également, les limitations physiques, les premières auxquelles on pense spontanément. Quand on commence à avoir de la difficulté à se lever le matin ou qu'il y a un ensemble d'activités qu'on ne peut plus pratiquer en raison de son âge, on a un peu l'impression qu'il est vieux. Mais également, il y avait toute une autre dimension de cette expérience du vieillissement qui était le regard que les autres leur envoient. Le fait de se faire vouvoyer en permanence, de se faire tenir la porte à chaque fois qu'on va dans les commerces, à chaque fois qu'il allait chez le médecin, puis le médecin il regardait, puis c'était pas un médecin, ah oui, qu'est-ce que ça va? Le médecin sait très bien qu'il y a sûrement un problème, puis il vous regarde un petit peu. Il y en a un qui me disait, comme si on était un vieux char pour voir si on va tenir la route. Eh bien, c'est dans le regard des autres qu'on est validé dans notre identité. De la même manière, par exemple, dans les groupes ici qui seraient minoritaires, dans les groupes ethnoculturels minoritaires au Québec, bien, ils ont l'impression d'être minoritaires uniquement dans une société majoritairement blanche. Hein? Par exemple, si j'étais un jeune argentin, mais je n'aurais pas l'impression d'appartenir à une minorité culturelle si j'étais en Argentine. Mais dans le regard des autres au Québec, je sens que je ne fais pas nécessairement, du moins, spontanément partie du nous, hein, ce qui pose évidemment problème, surtout d'ailleurs pour ceux et celles qui ont été adoptés à la naissance. On a dit, ben là, OK, oui, bon, ethniquement, je ne suis peut-être pas reconnu comme étant faisant partie de la morphologie du nous québécois hein, qu'on peut avoir spontanément, mais je suis aussi québécois ou québécoise que n'importe qui. Hein. Donc, c'est vraiment dans le regard des autres hein, qu'on va avoir une forme de reconnaissance de nos identités sociales. De la même manière, est-ce que vous pouvez retourner au PowerPoint? Est-ce que vous pouvez retourner au PowerPoint? J'ai comme raté un point à marquer. Good, super. Ouais, j'essaie d'avoir un moment d'interaction avec vous parce que sinon, j'ai juste un PowerPoint puis ma face. Mais je vous reviens automatiquement. Je vais retourner dans ma tristesse de mon diaporama seul, si vous préférez. Donc, voilà. Hein, oui. Donc, à l'importance du regard des autres dans la validation de nos identités sociales. Il y a quelque chose de bizarre ici. Je pense que, voilà. OK. On a deux grands pôles de notre identité. Après avoir parlé un peu de c'est quoi l'identité dans sa définition, c'est quoi les différents types d'identité, par exemple, qui peuvent nous composer, mais on voit aussi qu'il y a deux grands pôles de l'identité. Des fois, on les mélange, des fois, on a tendance à mettre davantage l'importance sur un seul pôle. Hein. Donc, deux grands pôles qui sont interdépendants, le pôle individuel et le pôle social. Le pôle individuel, c'est surtout, par exemple, celui qui va être investigué par la psychologie, par exemple. Hein. C'est, dans le fond, la dimension personnelle, nos expériences qu'on a vécues, ce qui compose notre profondeur biographique. Hein. C'est véritablement le pôle individuel. Hein. Ce pôle individuel-là, également, il est favorisé, il est construit par toutes les expériences qu'on a vécues au cours de notre existence. On va développer davantage les deux pôles, mais je vous les présente un peu rapidement. Excusez-moi, le pôle social, c'est celui dont on parle depuis un peu tantôt, celui qui va nous intéresser davantage en sociologie, mais c'est justement le pôle qui fait référence à le fait qu'on appartient à différents groupes sociaux et qu'on est reconnu par justement les autres en fonction de notre appartenance. Ces identités-là, on ne les choisit pas. Hein? Ça veut dire, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? On a vu un peu dans le cours sur la socialisation, hein, qu'on va dire même qu'on va laisser homme-femme pour masculin-féminin, hein, d'être associé à la féminité, associé à la masculinité. Eh bien, dans les faits, on ne choisit pas individuellement c'est quoi les traits associés à la masculinité et à la féminité. Les autres individus, quand ils vous voient rentrer dans une pièce, se disent « Ah ben voici, c'est un homme, donc il doit agir à peu près de cette manière-là dans telle ou telle circonstance. Hein? » Ou si vous êtes un garagiste, mais vous vous dites « C'est une femme, à ce moment-là, elle ne connaît pas beaucoup la mécanique. » Ici, un stéréotype. Donc, à ce moment-là, je vais pouvoir lui dire un peu que « Ouais, mais dans le fond, ton char, il ne va pas très, très bien. » Puis on va pouvoir ajouter des éléments sur la facture. Donc, la même chose également, lorsque vous êtes un homme et qui allez dans mettons, un magasin pour trouver une robe de mariage,
bien peut-être que la personne, le vendeur ou la vendeuse, va être peut-être un peu étonné de votre apparition à l'intérieur de ce commerce. Donc, on est reconnu en fonction de nos identités sociales. Le but de l'individu, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est j'ai un pôle individuel, j'ai un pôle social. Le pôle social est composé d'un ensemble d'identités. Le défi de l'individu, c'est de trouver de la cohérence à l'intérieur parmi ces multiples identités-là, mais également de dire, je ne veux pas être uniquement reconnu par mon pôle social, c'est aussi la reconnaissance de sa singularité. Je ne suis pas qu'un homme, je ne suis pas qu'un professeur, je ne suis pas qu'une personne X, hein? Bon, je n'ai pas d'autres exemples. Je suis aussi moi-même. Je veux faire reconnaître ma singularité auprès des autres. Hein? Surtout quand peut être victime de discrimination, on va l'aborder un peu plus tard. Donc, si commençons par le pôle individuel, hein? En gros, c'est votre caractère, les expériences, vos histoires, vos souvenirs que vous avez intériorisés, vos préférences, vos valeurs. Hein? Donc, tous ces éléments-là, hein, le plus souvent, quand même sur l'appel individuel, hein, qui est acquis par interaction avec les autres. Hein? Vous ne vous rendez peut-être pas compte à votre âge, mais plus en vieillissant, on se rend compte, mon Dieu, je ressemble quand même à mon père et ma mère. Ça veut dire que j'ai intériorisé certains traits de caractère, hein, par imitation essentiellement. Également, on dit que le pôle individuel est constitué, par exemple, en des souvenirs personnels, mais on a vu un petit peu, on va l'aborder plus tard dans la session, que selon notre milieu social, on a plus ou moins de chances d'être exposé à certains types d'événements, certains types d'expériences qui vont également construire notre représentation du souvenir personnel. Hein. Il faut souligner un truc par rapport à le pôle individuel. C'est quelque chose de relativement nouveau à l'intérieur de nos sociétés. Hein. Jusqu'au Moyen Âge, les individus se définissaient essentiellement en fonction de leur groupe, hein, de leur fonction. Hein. Par exemple, je suis charpentier, je suis fermier, je suis paysan, vous voyez un peu l'idée, mais surtout à partir de leur village et de leur religion. Hein. Donc, il n'y avait pas beaucoup de place pour, excusez-moi, l'expérience individuelle, d'être un être singulier. C'est particulièrement difficile avant la Renaissance. En Renaissance, petit retour à l'arrière dans vos cours d'histoire, 1492, découverte de l'Amérique par les Occidentaux. C'est à peu près la période de la Renaissance. Avant ça, le pôle individuel n'existe pas vraiment par les individus. On a tendance à énormément se conformer à ce qui est attendu de nous en fonction de nos appartenances à nos différents groupes. Eh bien, il y a quelque chose qui va se développer de plus en plus à partir de cette époque-là. C'est justement, juste pour finir un peu là-dessus, hein, par exemple, à l'époque, on n'a pas de chambre individuelle. Hein, on vit dans une grosse et unique pièce. On n'a pas non plus, souvent même, on n'a pas nécessairement de prénom. Hein, on est le fils de, la fille de. Hein, même à ce niveau-là, le prénom n'est peut-être pas super répandu. Ici également, on mangeait dans un plat relativement commun. Hein, on a un plat central qui est communautaire. Donc, c'est vraiment l'idée du groupe importe sur les individus. Et à la limite, si vous faites part d'un peu trop d'individualité, vous êtes une menace pour le groupe. Je vous rappelle, vous avez peut-être vu la série Les belles histoires du pays d'en haut, des choses comme ça, hein, qui passaient à la télévision. Il y avait le bel Alexis. Hein? C'était ça dans cette série-là, le bel Alexis? Je pense que oui. Eh bien, pourquoi, qui était autrefois appelé le survenant, hein, dans les anciennes séries. Pourquoi? Parce qu'il survenait. Hein? On ne savait pas d'où il venait, puis il se prenait de village en village pour trouver de l'emploi. Mais il était également souvent considéré comme une menace à la cohésion du groupe. Il vient d'ailleurs, on ne sait pas c'est qui. Des fois, il arrive avec des idées nouvelles qui remettent en question la cohésion du groupe. L'idée de faire valoir sa singularité, c'est relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Mettons, l'humanité, on va dire qu'elle... OK, mettons, l'espèce humaine, on va dire à peu près 200 000 ans. Mettons, si on veut, l'idée qu'on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, mais davantage des individus qui sont sédentaires, à peu près il y a 12 000 ans. Et ça fait à peu près environ, j'ai dit 400, ça fait environ 500 ans, mais surtout environ depuis 200 ans qu'on est amené davantage à amener notre singularité. Donc, c'est relativement nouveau. Maintenant, on va s'intéresser au pôle individuel de notre identité. Excusez-moi. Donc, relativement naissant, comme je vous dis, hein, cette idée-là de vouloir faire valoir sa singularité par rapport à ces groupes d'appartenance.
Oui, il y a cette image-là, hein, c'est souvent qui est amené pour le pôle individuel. C'est comme si on avait la carotte géologique. Hein, on est le produit du résultat de l'ensemble des interactions sociales et des expériences sociales qu'on a vécues au cours de notre existence. Le pôle social, eh bien, c'est un peu ce qui, excusez-moi, l'ensemble des éléments qui permettent d'identifier de l'extérieur un individu en fonction de ses appartenances sociales. Il y a des attributs qu'on appelle catégoriels, hein, qu'on a vu un peu plus tôt, l'âge, le sexe, le genre, l'ethnie et certains marqueurs sociaux, hein, une manière de s'habiller, hein, qui trahissent notre habitus, une manière de se coiffer, une manière de parler, par exemple, ou encore une fois, en fonction de nos statuts sociaux. Hein. Donc, c'est tous les éléments, on pourrait dire, c'est tous les éléments qui, quand vous ne connaissez pas l'individu, hein, c'est comme si on avait plein de petites étiquettes sur nous, hein, qui nous présentent face à autrui, hein, surtout dans des situations où on ne connaît pas personnellement la personne. Ces identités-là, si on veut, c'est véritablement ce qui permet aux autres de pouvoir jauger dans l'interaction à peu près à qui j'ai affaire. Évidemment, le plus souvent qu'autrement, c'est stéréotypé, hein, ces identités sociales-là, mais quand même, on va voir qu'on intériorise ces identités sociales-là et que, ben, à quelque part, elles font partie de nous et on agit en fonction de nos identités sociales. Ces identités sociales-là, on ne les choisit pas, elles sont assignées. Hein, ça veut dire, on appelle ça le processus d'assignation identitaire. Il y a des catégories sociales, hommes, femmes, jeunes, vieux, par exemple, il y a toutes les catégories sociales qu'on peut imaginer. Donc, il y a des catégories qui existent déjà dans la culture. L'assignation identitaire, c'est le processus par lequel je vais prendre une personne et je vais la mettre dans des petites cases. Hein. Donc, l'assignation identitaire, c'est vraiment l'idée d'associer une personne en fonction de cette identité sociale-là à l'intérieur des chacune petite case qui sont autant de catégories sociales. On va voir un peu plus tard qu'il y a une importance à ces catégories sociales-là. Elles ne sont pas construites dans le vide. Elles sont également inscrites à l'intérieur d'une histoire. On va s'intéresser davantage à la question, par exemple, des Autochtones et des Afro-Américains. Donc, ces identités sociales-là, comme je vous dis, le plus souvent, les identités sont assez stéréotypées. Hein, la manière par laquelle on s'attend à ce qu'une personne agisse de telle ou telle manière en fonction de son âge, par exemple, en fonction de son genre, en fonction de son groupe ethnoculturel, eh bien, c'est assez stéréotypé, mais c'est de quelque part nos cartes de visite, ces éléments-là. Les groupes sociaux, comme je disais un peu plus tôt, on utilise des groupes d'appartenance. Hein, les plus clichés de ces groupes d'appartenance, de ces marqueurs d'appartenance-là, mais c'est les fameux, hein, pour l'identité par le travail, l'identité professionnelle, c'est par exemple les fameux uniformes. C'est assez flagrant, l'uniforme de policier, ben, c'est un marqueur d'appartenance. Excusez-moi. Pour ce qui est des groupes sociaux, avec l'habitus culturel, mais par exemple, vous pouvez facilement repérer un individu, il est dans quel groupe social en fonction de la manière par laquelle il se vêtit, par exemple. Hein, si vous voulez reconnaître facilement quelqu'un qui écoute du métal, bien, habituellement, c'est assez facile. Il y a des longs cheveux noirs, les longs cheveux noirs, le teint un peu blême, un chandail noir avec des écritures, hein, un peu écrit en écriture gothique, avec des visages de tête de mort ou des choses comme ça. Hein, donc, c'est assez facile à reconnaître en fonction de ces marqueurs sociaux d'appartenance. Il y a des marqueurs sociaux d'appartenance, hein, qui sont plus difficiles à choisir, par exemple, pour ce qui est de l'ethnicité, de la morphologie, par exemple, hein, assez difficile. Pour ce qui est du genre, ben, là, ça change un peu, mais pendant longtemps, c'est assez simple. Hein, les filles ont les filles ont les cheveux longs, les gars ont les cheveux courts. C'est assez flagrant. Par exemple, les vêtements, il y a assez peu d'hommes qui vont porter des jupes, par exemple, ou des robes. Assez rares, ces situations-là. Donc, encore une fois, ce sont autant de marqueurs d'appartenance qui vous permettent à vous de repérer un individu. C'est pour ça, par exemple, que les personnes âgées vont se teindre les cheveux. Pourquoi? Pour ne pas être reconnues comme une personne âgée en fonction de ce marqueur d'appartenance-là qui serait ici la couleur grise. Hein? Donc, qui serait un indicateur d'appartenance au groupe des personnes âgées. Hein? Donc, on a des identités sociales, c'est toutes les petites étiquettes qui nous définissent en situation d'interaction. Si ces étiquettes-là sont particulièrement stéréotypées, elles sont associées à des attentes sociales. On sait à peu près comment va agir une personne dans telle ou telle situation. Et également, ben, ces identités sociales-là, elles sont
assigné. On ne décide pas comment la société considère comment agissent les personnes âgées ou comment agissent les jeunes, par exemple. C'est déjà défini avant nous. Par contre, quand en situation d'interaction, on vous repère en fonction de certains marqueurs sociaux et on va vous mettre dans des petites cases. Hein? Donc, on va voir un peu plus tard le problème que posent ces différentes petites cases-là. On va voir un peu que le problème, c'est peut-être pas la revendication de vouloir éclater les cases sociales, c'est peut-être que ces cases-là ne correspondent pas à la réalité. On va l'aborder un peu plus tard, cette dimension-là. Donc, le pôle social, comme je vous disais, c'est vraiment cette identité sociale-là, hein, ce qui on ne choisit pas, qui est assigné, on intériorise quand même. Hein, ce n'est pas une question juste d'être victime de l'assignation identitaire. On agit aussi également en fonction de nos identités sociales. C'est en fonction de mon identité sociale professionnelle de professeur que je suis devant vous, que vous n'avez pas tendance à me couper la parole, par exemple. Vous reconnaissez que mon identité sociale est associée à un statut social et ce statut social-là me permet, en fonction de mon rôle social, d'être celui qui, vous pensez, du moins, a toutes les réponses et qui ne dit pas des choses fausses. Pourtant, je ne suis peut-être qu'un faussaire, mais la situation par laquelle elle est définie hein, fait en sorte que, en raison de mon identité sociale de professeur, vous êtes convaincu que ce que je dis est particulièrement fondé, hein, ce qui est quand même assez rigolo. Ici, je l'ai mis quelques-unes. Hein. Par exemple, si on faisait l'expérience, si je prends la première personne en haut, vous voyez ici marqueurs sociaux d'appartenance, l'uniforme du médecin. Vous dites également, c'est un homme âgé médecin, vous pouvez le reconnaître avec les cheveux gris, avec les rides également de son visage et également l'uniforme. Hein, vous vous attendez à ce que cette personne-là vous prescrive des choses qui sont pertinentes. Hein, c'est également une figure d'autorité. Si je prends la personne qui est à sa droite, vous voyez une personne qui vous pensez est d'origine arabe, hein, peut-être, peut-être pas non plus, mais on peut imaginer. Elle a un voile, donc on s'imagine qu'elle appartient également au groupe des musulmanes. Donc, à ce moment-là, en fonction, encore une fois, des identités sociales, des marqueurs sociaux d'appartenance, vous avez un peu hein, une carte de visite, avant même de la connaître, de comment va agir cette personne-là. Hein. Donc, vous allez peut-être même penser, dans certaines situations, que ces personnes-là sont très, très prieuses, qu'ils prient 7 fois par jour, qu'ils font le ramadan et qu'ils sont très stricts avec leurs enfants, tandis que dans les faits, on sait très bien que les musulmans trichent autant avec leur religion que n'importe quel catholique. Hein, ils ont tendance à faire peut-être une prière par jour, mais de reporter les autres, de tricher un peu également avec les interdits religieux, avec les prescriptions religieuses, également de ne pas être plus sévère quoi que ce soit avec leurs enfants, mais on a un ensemble de préjugés qu'on a intériorisés, notamment avec toute l'histoire de la Charte des valeurs québécoises et de ce, on va dire quand même, une forme de repli identitaire des Québécois hein, dans les dernières années. Hein. On a peur de la menace qui vient de nous envahir. Hein. C'est assez particulier. Mais c'est un peu l'idée. On peut repérer, si on veut, en fonction de certains marqueurs sociaux, les identités sociales de la personne et on pense qu'elle va agir à peu près de cette manière-là. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il est interdit de se déguiser en policier, par exemple. Pourquoi? Parce que malheureusement, on a fait des tests en études psychosociales. Les individus, dès qu'ils voient quelqu'un en policier, vont commencer à lui obéir. Pourquoi? On a reconnu des marqueurs sociaux qui sont associés ici à une figure d'autorité. On va l'écouter, on va lui obéir, tout simplement. La même chose, c'est pas si vous avez déjà entendu parler de l'expérience de Milgram avec la notion de respect de l'autorité. Ça vous dit quelque chose, peut-être pour certains d'entre vous. Je peux vous l'expliquer vite, hein, c'est quoi? C'est une expérience qui a été faite en 1954. Ça a l'air précis, donc ça a l'air véritable. C'est autour des années 50 hein, que cette expérience-là a été faite. En gros, c'est un test qui était fait sur le respect de l'autorité. Le dispositif est assez simple. J'ai 2 personnes, une qui va poser des questions, une qui va répondre des questions. Le test, c'est de savoir que si la personne se trompe, le questionneur doit envoyer des chocs électriques à la personne et on veut se questionner si le fait d'avoir peur ou de recevoir des chocs, ça améliore la mémoire de la personne. Mais le problème qu'on avait, c'est que la personne qui pose des questions est confrontée. Hein, elle dit, OK, j'ai un choc de tant de volts, et on augmente tout le temps. Et la personne s'est écrit à côté, attention, choc mortel. Et parce que le médecin lui dit de continuer,
la personne continue, se plie à l'autorité de la figure d'autorité, ici, qui est le médecin ou le scientifique. Comment qu'elle le reconnaît? Bien, sachez que la personne n'était pas un médecin, c'était juste un type avec un sarrau. Mais rassurez-vous, pour ceux et celles qui se disent, il me semble que c'est absolument terrible pour la personne que soit les chocs, cette personne-là faisait partie de l'expérience, c'est-à-dire qu'elle recevait de faux chocs électriques. La vraie personne qui était testée, ce n'était pas celle qui recevait les chocs. D'ailleurs, c'était enregistré, hein, les bruits de dire « Ah, j'ai mal, arrête, arrête ». C'était enregistré. La vraie personne qui était sujet de l'expérience était la personne qui donne les chocs. Elle, ce qu'elle va se conformer à ce que l'autorité lui demande uniquement parce que l'autorité l'exige. Hein, ça devenait un peu cette expérience-là à la suite des expériences dans le fond, ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie avec les Allemands dans les camps de concentration. Est-ce que les Allemands sont tous des monstres? C'est un petit peu difficile à soutenir. Ou sinon, le contexte et l'idée de se plier à l'autorité parce qu'on considère qu'elle est légitime, c'est suffisant pour les individus à commettre des atrocités. Sachez qu'environ 50% des gens se sont pliés à l'expérience sans même broncher. C'est assez étonnant. Donc, ça, c'est le test qui nous amène un peu sur l'idée qu'on est beaucoup plus conforme qu'on aimerait bien pouvoir l'imaginer. Donc voilà, quelques identités sociales, on les reconnaît rapidement en fonction de ces marqueurs sociaux d'appartenance. Ce qui mène à quelque chose d'assez rigolo. Hein. Il m'est arrivé une situation où j'étais dans le métro de Montréal, il y avait un individu qui faisait la manche, hein, donc demandait de l'argent, donc qui était dans le métro, mais la personne était bien habillée. Et là, c'est la question, si vous voyez un itinérant qui demande de l'argent, mais qui est bien habillé, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le considérez comme un vrai itinérant ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de faux parce qu'il ne correspond pas au stéréotype qu'on peut se faire de la personne itinérante? Hein? Moi, du coup, j'ai été déstabilisé puis je n'ai pas donné d'argent. Donc, je suis une mauvaise personne, mais de toute façon, on va voir un peu plus tard dans la session qu'il y a plein d'éléments qui font en sorte que je suis une mauvaise personne. Ce n'est pas uniquement ce trait-là. Mais c'est un peu l'idée hein, qu'en fonction de nos attentes, on peut être complètement déstabilisé. Retournons à nos identités sociales. Excusez-moi, donc c'est un peu ça qui est particulier. Hein, c'est-à-dire qu'en fonction de nos identités sociales, en fonction des identités sociales que l'on perçoit des autres, on va avoir tendance à voir la réalité d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va prendre la personne en fonction de ses identités sociales et agir de cette manière-là en fonction de ce qu'on pense être une manière conforme d'agir avec certaines personnes. Mais également, ces identités sociales-là ne sont pas juste surajoutées. Ça veut dire qu'on agit en fonction de nos différentes identités sociales. J'agis en garçon, j'agis en professeur, j'agis en fonction de mon âge, j'agis également en fonction de mon identité sociale, culturelle de Québécois. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose d'ajouter un poids qu'a sur les épaules l'individu, c'est également une manière par laquelle on a intériorisé ces identités sociales-là et on voit également le monde à travers le prisme de nos différentes identités sociales. Par exemple, les hommes et les femmes ne voient pas la réalité de la même manière parce qu'ils ont intériorisé une autre manière de voir la chose en fonction de leur socialisation genrée. Les Québécois ne voient pas la réalité de la même manière, par exemple, que les Ontariens ne voient pas la réalité de la même manière, par exemple, que d'autres exemples qui ne viennent pas spontanément à l'esprit. Mais je vais continuer ma phrase avec la même intonation, comme ça on n'a pas l'impression que je n'ai pas d'exemple qui me vient spontanément à l'esprit. Donc, vous voyez un peu l'idée, hein? On intériorise ces identités sociales-là, elles font partie de nous, on voit la réalité en fonction de ces identités sociales-là et on reconnaît les autres en fonction de ces différentes identités sociales-là. Et c'est ce qui est assez intéressant, je l'ai un peu mis entre les lignes depuis tantôt, mais il y a un auteur qui s'appelle Erving Goffman qui a travaillé sur cette idée-là, non, excusez-moi, je crois que c'est, ça c'est assez honteux, hein, c'est-tu Pierre Bourdieu? Non, c'est Goffman, excusez-moi, qui lui envisageait la société comme une immense pièce de théâtre. Dans le fond, c'est qu'on se met en scène de manière quotidienne. On essaie d'une part de faire valoir une image positive de nous-mêmes et également on reconnaît les autres comme s'ils étaient des acteurs en fonction des traits qui sont les leurs. Lorsqu'on arrive en une situation d'interaction, on essaie de définir la situation. On fait du repérage. Le repérage, c'est un peu l'idée de l'assignation identitaire. On va essayer de reconnaître des caractéristiques.
qui peuvent être morphologiques, l'identité ethnique, sexuelle, de genre, ou encore une fois, l'âge. Ou encore, on va essayer de repérer l'habitus culturel, par exemple. Hein? Les styles de cheveux, les styles de vêtements, les coupes de cheveux. Donc, des éléments qui sont morphologiques. Également, des éléments qui traient à la manière de s'exprimer, par exemple. Hein? Notre manière de bouger, encore une fois, est particulièrement importante. Également, notre manière de parler, notre manière, bon, j'ai déjà dit manière de parler, manière de bouger, notre accent, notre niveau de langage. Est-ce que je parle de même, tu veux dire, ou je m'exprime de cette manière-ci? Hein, donc, on va avoir un peu une définition de l'individu qui est en face de nous. Hein. Selon les situations, on va reconnaître certains éléments comme étant plus importants. Hein, par exemple, si vous êtes tous entourés d'amis qui sont blancs, mais l'aspect couleur de la peau n'aura pas d'importance pour définir la situation. Hein. Par contre, si vous voyagez un peu partout sur la planète et vous avez dans une situation où vous êtes le seul blanc, vous vous rendez compte que les autres reconnaissent la couleur de votre peau que vous n'avez même jamais reconnue parce que vous êtes dans un groupe majoritairement blanc. Donc, on a dans des situations, on essaie de définir la situation en fonction des critères qu'on peut repérer chez les individus qu'on a en face de nous. Hein. Évidemment, vous voyez très bien que ça va poser problème pour tout ce qui est de rapport avec les différents groupes minoritaires dans les sociétés. Hein. Excusez-moi. Donc, on va avoir tendance à repérer ces éléments-là, hein, d'un côté, mais également pour l'individu, hein, lui-même, il va essayer de contrôler l'information qu'il va véhiculer. Hein. Par exemple, eh bien, dans certaines situations où vous confrontez des groupes socialement plus valorisés, vous allez peut-être faire attention à votre manière de vous exprimer. Hein. Comme par exemple, moi, j'essaie de ne pas sacrer comme un gros cochon quand je suis un professeur. Hein, j'essaie de contrôler l'information que j'envoie, hein, ici, qui pourrait vous permettre de me définir comme un individu appartenant à une classe sociale défavorisée, par exemple, ou ayant une culture moins valorisée. On essaie de, justement, contrôler l'information. De la même manière, par contre, par exemple aussi, vous avez peut-être remarqué qu'il y a beaucoup de vos professeurs qui, étonnamment, ont tous une bibliothèque en arrière-plan. C'est-à-dire que j'essaie justement d'être associé à la figure de l'intellectuel, à l'identité sociale de l'intellectuel qui est socialement valorisée. Comment le faire? Je peux jouer avec des crayons, avoir des notes. Là, vous ne voyez pas, c'est un peu embêtant, vous ne voyez pas mes mains. D'ailleurs, c'est dommage parce que je crois que la moitié du cours se passe ici, à peu près, mais passons. Mais la bibliothèque est un instrument amené également pour essayer d'avoir une image qui est positive de soi-même. Remarquez d'ailleurs que j'ai rangé mes bandes dessinées un peu plus bas ici, hein, on ne les voit pas. J'ai juste des livres qui ont l'air particulièrement intelligents. Hein. Je trouve un truc qui était assez rigolo. Quand j'étais à l'UQAM, en sociologie, il y avait quelque chose qui était assez fascinant et récurrent. Les gens qui lisent des livres. Mais les livres, ils ne vont pas lire des livres, des bandes dessinées. Hein. Vous allez voir à l'université, les bandes dessinées disparaissent. Ça n'existe pas, les bandes dessinées. Pourtant, ça se vend en tabarouette. On ne sait pas où les gens les lisent, mais pas à l'université. Ils ont tous le même livre. Hein, ici, qui est toujours à ma portée de main, hein, voilà, parce que voilà. Mais tout le même livre, hein, le Capital de Karl Marx. Donc, ils ont tous tendance à lire ce livre-là. Surtout, tu peux aussi facilement reconnaître ceux qui sont en première session, première année, en fonction des livres qu'ils lisent. Ils sont tous là comme ça. Ils vont faire des gestes comme ça. Ils ne vont pas faire comme. Là, tu dis, là, c'est peut-être mieux de ne pas utiliser le livre, là, tu n'envoies pas le message que tu souhaites véhiculer. Mais regardez comment c'est écrit. Hein, comment ça semble particulièrement soporifique, hein, et c'est épais comme ça. Hein, vous ne le voyez pas, mais si je fais un indicateur ici, voilà, c'est assez épais comme livre, c'est pas très, très sympatoche. Moi, j'ai été obligé de le lire parce que j'ai obligé de le lire parce que j'avais des questions sur ce truc-là. Hein, donc, je connais mon Karl, mais c'est assez fascinant de voir que la majorité des individus, si on veut, vont avoir tendance à se mettre en scène. Lui, qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi déjà l'exemple? Bon, c'est un peu, par exemple, vous êtes déjà allé à la plage, hein, de voir un peu comment que les gens choisissent de manière très, très précise la musique qu'ils vont mettre, hein, qu'ils mettent de la grosse musique. Et ils vont également se prendre des positions qui vont les valoriser. Donc, on va voir vraiment qu'on se met en scène socialement. Hein. Pourquoi? Parce que la situation n'est jamais clairement définie. On sait que les autres vont repérer certains signes chez nous. Hein, et donc également, excusez-moi, donc également vont essayer de donner des informations qu'ils souhaitent contrôler.
Hein? Par exemple, il y en a un, justement, Joe Biden, aux États-Unis, qui est bègue, donc il bégait. Il a fait beaucoup de travail pour ne pas bégayer, parce que longtemps, le bégaiement a été associé à l'idée que tu dois être moins intelligent si tu bégayes. C'est assez étonnant quand même pour nous aujourd'hui, mais c'est l'idée de contrôle de l'information. On va revenir un peu plus tard sur la notion de stigmate. Je suis pas mal sûr que si vous avez fait de la prison une fois dans votre vie, ce n'est pas la première chose que vous dites lors de vos interactions, hein, parce que vous savez que c'est une identité qui n'est pas socialement valorisée, on va avoir tendance à la cacher. Hein? Donc, c'est un peu cette idée-là de contrôle de l'information des individus, hein, dans les interactions sociales. Donc, c'est une petite parenthèse un peu sympathique, mais c'est un peu l'idée que c'est vraiment ça, cette idée-là de l'assignation identitaire. On essaie de contrôler les éléments qu'on va donner aux autres pour faire en sorte qu'ils ne nous mettent pas dans une case que nous, on considère comme étant pas socialement valorisée. Bon, c'est un peu l'idée, hein, petit, je vous ai mis ça ici quand même, ça peut être quand même le fun, mais c'est un peu ce qu'on a dit depuis le début. Donc maintenant, on va aborder cette notion-là, hein, de la diversité culturelle. Là, je me demandais, juste comme ça, est-ce que vous aimez prendre une petite pause de 6 minutes pour aller prendre de l'eau, faire pipi et toutes vos petites choses, ou on continue? Ça ne me dérange absolument pas. Ceux qui veulent prendre une mini-pause, levez la main avec le merveilleux cours de comment lever la main que j'ai fait. Donc, on a 2 participants, 3, 4 participants. Ça va vite, ça monte. J'ai l'impression de gagner à l'auto. OK, on va prendre une petite pause. On va prendre une pause de... il est 20. On va prendre 10 minutes parce que on est tous chez nous. Là, je pense que... Voilà. Mais je ne veux pas stigmatiser des individus pour qui c'est plus difficile d'aller aux toilettes. Je ne sais pas. Hein? Donc, 10 minutes, je pense que vous avez suffisamment de temps. Il est donc 2h20. On va donc recommencer à 14h30 pour la suite de cette petite leçon. Donc, on se voit dans quelques instants.